Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une maladie très répandue mais encore assez mystérieuse, l'endométriose avec Chris Martin Passalacqua, naturopathe, enseignante en naturopathie et aromathérapie, mais aussi blogueuse sur le site nana-turopathe.com. Elle nous raconte son combat contre cette maladie, un combat difficile, des années à souffrir le martyre sans qu'on sache d'où ça vienne. Vous savez du genre, c'est dans ta tête, c'est parce que tu veux pas aller à l'école. Elle nous parle de ses 17 opérations pour essayer de la vaincre, et je peux vous dire qu'il en faut du courage. Sa bataille lui a valu de se spécialiser sur ce sujet, c'est pourquoi elle nous explique précisément ce qu'est l'endométriose, les divers symptômes que l'on peut ressentir, comment on peut être diagnostiqué, les facteurs qui l'aggravent. On parle des traitements classiques ainsi que des opérations qui sont souvent proposées et de l'importance de l'aide du naturopathe, surtout spécialisé sur le sujet, évidemment. Elle nous donne un grand nombre de conseils pour baisser l'inflammation, que ce soit au niveau de la nourriture, de la phytothérapie, des compléments alimentaires, des huiles essentielles, des méthodes anti-stress, car oui, on commence à le savoir, l'anxiété aggrave l'inflammation. Enfin, elle est porteuse d'espoir puisqu'elle a réussi malgré toutes ses difficultés à avoir un enfant, c'était pas gagné, l'endométriose cause souvent beaucoup de problèmes de fertilité. Beau témoignage, moi je vous le dis. Bonne écoute. J'ai toujours envie de dire Chris Martin quand j'entends ton nom parce que ça me vient tout de suite, là il y a Coldplay qui... C'est Martin tout simple à la française. Voilà. Et on dit Passalacqua ou Passalacqua? Passalacqua. Ah, Passalacqua. Ah, oui. Donc ça fait Chris Martin Passalacqua. C'est ça. Alors, merci d'être avec moi. Aujourd'hui, on va parler de l'endométriose. Donc, tu es naturopathe, enseignante en naturopathie et aromathérapie, mais aussi blogueuse sur le site nana-turopathe.com, ainsi que rédactrice de chroniques pour la presse écrite et la radio. Rien que ça. Alors, on va commencer par ton histoire personnelle. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a amené à t'intéresser à l'endométriose et en faire un livre? Même si on imagine un petit peu le début de l'histoire. Mais raconte-nous ton expérience. Alors, effectivement, mon expérience, tout simplement, c'est que j'ai été touchée moi-même par l'endométriose pendant une quinzaine d'années. Ouais. J'ai un parcours par rapport à ça qui a été très long et très compliqué et surtout très douloureux. Donc, j'ai subi 17 interventions chirurgicales parce que j'avais une endométriose, je tiens quand même à le préciser pour n'effrayer personne, hein, qui était quand même très particulière, très évolutive. Donc j'ai eu des atteintes digestives, voilà, donc c'était quand même une forme d'endométriose qui était assez fulgurante, assez étendue, on va dire, au niveau des organes. Et donc j'ai beaucoup souffert de tout ça. Et c'est d'ailleurs grâce, on va dire, à ma maladie que je me suis intéressée à la naturopathie. Voilà, parce que j'ai cherché par tous les moyens de pouvoir soulager ma douleur et ma fatigue chronique qui est liée aussi à cette maladie par d'autres moyens complémentaires à ce qu'on me proposait au niveau de la médecine. Ouais. Et ça a commencé à quel âge pour toi, ces symptômes? D'ailleurs, c'était quoi tes symptômes? Alors, les symptômes, c'était des règles, mais hyper douloureuses et hyper abondantes. Donc, quand je dis hyper douloureuses, mais je me rappelle même déjà au collège, hein, il y a les semaines où j'avais mes règles, déjà, ça durait une semaine. Je perdais énormément de sang, j'étais pliée en deux dans mon lit et je n'allais pas à l'école parce que c'était insupportable, je ne pouvais pas tenir debout en fait, hein. Donc oui, les symptômes, c'est surtout ça, des règles qui sont en principe abondantes, qui sont très douloureuses, une fatigue chronique aussi qu'on ne comprend pas bien. C'est-à-dire qu'on est très, très fatigué tout le temps, on a peu d'énergie, voilà. Donc, moi, ça a commencé à l'adolescence. Bon, déjà, il faut savoir que j'ai été réglée très tôt puisque j'ai été réglée à 9 ans. Et ça, c'est aussi une des particularités, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, des femmes atteintes d'endométriose, c'est qu'on a été réglée très, très tôt. D'accord. Donc, les symptômes ont commencé vers le collège, on va dire, vers l'âge de 12-13 ans. À l'époque, on va dire que, disons que le médecin ne comprenait pas bien. Bon, j'étais un peu chuchote.
C'était normal d'avoir mal, ils comprenaient pas, c'était peut-être, parce que je voulais pas aller à l'école, c'était voilà, on a tout mis sur le compte de bon, elle est douillette, elle est voilà, on n'a pas cherché trop à comprendre et c'est que, une fois adulte, donc vers l'âge de 20-22 ans, où à force de changer de gynécologue et cetera, on a enfin un jour posé un mot sur mon mal. Ouais. Voilà, parce que moi, je ne connaissais absolument pas, cette maladie, je savais pas ce que c'était. Puis bon, à l'époque, on n'avait pas tous ces outils d'internet et cetera, c'était beaucoup moins accessible. Donc tu avais pas les moyens de faire des recherches et de te renseigner comme aujourd'hui. Ouais. Donc heu, donc voilà. Ça devait vraiment impacter ta vie. Je veux dire, comment ça a impacté ta vie? Mais bien sûr, après, si tu as fait 17 opérations et que ça a commencé à 12-13 ans, ta vie, elle devait être compliquée. Ah bah, c'était très, très compliqué parce que bon, bah, les 17 opérations se sont, étalées sur, donc une quinzaine d'années. Mais ça fait quand même en moyenne, 1 intervention chirurgicale par an. Donc à chaque fois, il faut que tu te remettes de l'anesthésie générale, il faut que tu te remettes de la chirurgie, il faut que tout ça à l'intérieur, ça cicatrise, il faut que voilà et puis, bah, pendant quelques mois, c'est vrai qu'à chaque fois, après les interventions, pendant quelques mois, c'est vrai que j'avais moins de douleurs. Mais bon, du coup, j'avais la fatigue et puis bon, comme chez moi, ça revenait les atteintes, d'endométriose revenait très, très rapidement, sur les organes, bah, finalement 6 mois après, j'étais de nouveau dans le même état. Donc oui, au niveau de ma vie, socialement, c'était compliqué parce qu'avec moi, bah, c'est clair, tu pouvais rien prévoir. Donc j'ai passé une jeunesse où, bah, voilà, mes potes, ils partaient en soirée et cetera. Puis moi, j'allais avec, quand j'étais en état d'aller avec. Donc on pouvait pas trop compter sur moi. Au niveau de mon travail, bah, c'était pareil. Un employeur, il aime pas trop, hein, quand tu as une nana qui est en arrêt maladie, 1 semaine par mois, ça le fait pas. Donc c'était très compliqué aussi. Donc oui, c'est une maladie qui peut vite, bah, te désociabiliser et t'impacter à tout niveau, au niveau professionnel, au niveau social, au niveau de ton couple aussi. Parce que forcément, bah, quand tu as mal, bah, les rapports aussi, hein, peuvent être douloureux. Donc après, ton compagnon, voilà, est pas toujours à même de comprendre pourquoi tu te refuses et que voilà, donc c'est vraiment très, très impactant, c'est très handicapant, effectivement. Après, tout dépend des stades d'endométriose, hein. Il y a aussi des endométrioses qui sont, totalement asymptomatiques, qui ne posent pas de problème, qui se gèrent bien avec, quelques antalgiques et cetera et ça se passe bien. Mais c'est vrai que moi je faisais partie des cas les plus graves et donc c'était très, très compliqué. Et ce qui devait être très difficile, c'est de perdre espoir, puisque tu te faisais opérer tous les ans, donc au bout d'un moment, tu désespères. Bah, c'est ça, tu te dis: «Ça va s'arrêter quand? Est-ce que je vais devoir me faire opérer une fois par an?» pour, bah, parce qu'en fait, ils te font un petit curetage, hein, des choses qui doivent pas être là, donc des kystes, des adhérences et cetera. Ils essayent de faire un «nettoyage» entre guillemets, mais comme la maladie revenait à chaque fois de plus en plus vite, tu te dis: «C'est pas possible, on va jamais s'en sortir et je vais me faire opérer, chaque année jusqu'à la fin de ma vie et à chaque fois je vais mettre 6 mois à récupérer» et puis tu en vois pas le bout. Donc après bon, moi j'ai un tempérament où je ne lâche jamais rien, mais c'est vrai qu'à un moment donné, surtout quand tu as entre 20 et 30 ans, tu as envie de faire plein de choses, tu as envie de voilà et puis le corps ne peut pas suivre et c'est ça qui est très, très dur à accepter. Ouais, tu m'étonnes. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu l'endométriose, mais pas de manière précise, est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est? Alors l'endométriose, c'est une maladie donc qui touche, l'endomètre. L'endomètre, en fait, c'est la paroi qui recouvre l'utérus. Donc logiquement, toute femme qui a ses règles, pendant les règles, donc vous il y a cette paroi qui se désagrège et qui s'évacue donc avec le flux, menstruel. Sauf que quand tu es atteinte d'endométriose, tu as une partie qui s'évacue avec le flux menstruel, mais tu as une autre partie qui remonte, on ne sait pas pourquoi et qui va donc du coup, se greffer, sur les organes. Voilà, donc ça peut remonter jusqu'aux ovaires, mais ça peut remonter aussi plus haut, c'est-à-dire au niveau digestif, au niveau pulmonaire, et même au niveau du cerveau dans les cas les plus graves et les plus extrêmes. Donc ces petites cellules qui ne devraient pas être là vont se greffer sur les organes et ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, à chaque menstruation, bah, elles vont continuer d'agir, voilà, au niveau, hormonal, ça va continuer d'agir, à l'endroit où ça s'est posé. Donc du coup, ça va te faire comme des mini
hémorragie à l'intérieur de ton corps et c'est très, très douloureux. Ah, tu m'étonnes. Vraiment très, très douloureux. Donc, suivant les endroits, les atteintes que tu as, bah, tu peux avoir des douleurs qui remontent effectivement jusque dans le thorax, etc. Ouais. Voilà. Du coup, c'est quoi les symptômes les plus connus? Alors, les symptômes, c'est vraiment bah, spécifiquement les douleurs pendant les règles. Après, il faut savoir que en fonction des stades et en fonction des atteintes, tu peux aussi avoir des douleurs inflammatoires hors période de règles. Donc moi, j'en étais arrivée à ce stade-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais des douleurs en permanence. T'avais plus de répit, quoi. Il n'y avait plus de répit. Il n'y avait plus de répit. C'était en permanence. Donc après, pareil, hein, c'est pas pour toutes les femmes atteintes d'endométriose comme ça. C'est vraiment, ça dépend vraiment des cas. Mais moi, c'était comme ça. Et puis, bah, effectivement, une perte de sang qui est très abondante. Donc, en principe, il y a une anémie qui suit avec, hein, forcément, un manque de fer qui engendre fatalement une fatigue chronique. Donc, c'est très, très compliqué parce qu'en fait, tu n'arrives jamais à récupérer et tu vis en permanence bah, dans la douleur et dans la souffrance. Donc, c'est pas super. Ouais. Est-ce que tu as aussi des problèmes digestifs? Alors moi, oui, j'avais des problèmes digestifs puisque j'ai eu des atteintes digestives, c'est-à-dire que j'ai des cellules endométriosiques qui sont allées se greffer au niveau des intestins, au niveau du diaphragme, au niveau de l'estomac, etc. Donc oui, du coup, j'avais également des douleurs inflammatoires à ce niveau-là et j'avais beaucoup de mal à digérer certains aliments. Donc ça me donnait des gonflements au niveau de l'abdomen. J'ai encore des photos de l'époque parce que c'était tellement impressionnant que les gens me prenaient pour une dingue, hein. Mon entourage me disait: «Mais c'est pas possible, tu es enceinte au moins de 6 mois là, parce que ça te déforme le ventre, tellement tu es ballonnée, tellement tu es gonflée» et je te dis pas le mal que ça te fait, quoi. C'est super inconfortable, mais c'est surtout super douloureux. Tu m'étonnes, ça doit être vraiment très difficile à vivre, hein. Moi, je sais que quand j'ai eu des problèmes intestinaux, on pensait peut-être à une endométriose, mais ça s'est pas confirmé. Mmh. Et heureusement pour moi, hein, désolée, mais heureusement pour moi, tant qu'à faire. Mais effectivement, de souffrir de, voilà, à chaque fois tu as tes règles et ensuite que ça s'empire et que ça devienne constant, le moral, il doit être vraiment très très bas. Et en plus, comme tu dis, au départ, on n'est pas reconnu par les médecins parce que c'est pas très connu, en fait, tout simplement, ça prend du temps. Bon, là, maintenant, ça va mieux, notamment avec des personnes comme toi qui font des petits livrets, des livres qui expliquent. Mais c'est vrai, c'est très impressionnant. Et ce que j'ai vu, c'est que l'intensité des douleurs, elle n'est pas proportionnelle à l'étendue de la maladie, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Tu peux avoir très peu d'atteintes, être en stade 1 et souffrir, un truc pas possible et tu peux être en stade 4 et arriver très bien à gérer ta douleur parce que c'est pas plus que ça. Donc ça dépend vraiment de chaque femme. C'est pour ça dans l'endométriose, on peut pas faire de généralité parce que, c'est très, très différent d'une femme à l'autre. Ouais. Et aussi, les lésions, elles agissent comme des métastases, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'à chaque cycle, les cellules endométriosiques vont aller se reproduire et se greffer, autre part dans ton corps. Ouais. Donc tu en finis jamais en fait, Ouais, c'est voilà, un cauchemar, hein. voilà. Comment ça se passe pour être diagnostiqué? C'est quoi les outils? Il me semble que l'on met des années à être diagnostiqué. C'est l'enfer d'ailleurs pour ceux qui vivent ça. Ah complètement. Bah, là, en ce moment, la moyenne, hein, pour, poser le diagnostic, c'est 7 ans. Donc ça montre à quel point la prise en charge en France, elle est complexe à ce niveau-là. Bah, déjà d'une part parce que tu as une partie des gynécologues qui ont toujours pas compris que l'endométriose, c'est bel et bien une vraie maladie, hein, c'est pas dans la tête. Parce que tu as encore des médecins qui vont te dire que c'est dans la tête, que c'est psychologique, qu'on est limite des cas psychiatriques. Non, non, c'est une maladie qui a été, voilà, c'est prouvé, il y a des études dessus, il y a des choses qui se font, il y a des recherches, etc. Donc, oui, le dépistage, il est très compliqué parce qu'en fait, il y a besoin vraiment de beaucoup d'outils. Donc, tu passes par une écho abdo-pelvienne. Parfois, on peut repérer quelque chose juste avec cet examen, mais parfois, ça suffit pas. Tu vas passer un IRM pelvien qui normalement devrait révéler quelque chose. Normalement, là, tu vois s'il y a quelque chose ou pas. Mais pareil, pour certaines personnes, tu ne verras rien à l'IRM. Donc parfois, la seule solution, c'est de faire une cœlioscopie exploratrice, c'est-à-dire bah, vraiment de te faire opérer pour qu'ils puissent aller regarder par cœlioscopie si tu as des atteintes ou pas. Parfois, c'est le seul moyen. Donc, bah, le temps qu'on te fasse passer tous ces examens, déjà le temps qu'on te prenne au sérieux. Mmh. Voilà.
hein, et qu'on se dise, ouais, bon, ça fait déjà 1 an qu'elle vient me consulter parce qu'elle n'en peut plus, etc. Je vais peut-être lui faire passer un IRM. Voilà. Euh, le temps que vraiment tu sois prise au sérieux, le temps que tu tombes sur le bon gynécologue qui connaît la maladie, parce que pareil, ils sont pas tous vraiment formés à cette prise en charge. Tu as ceux qui s'intéressent et qui se mettent à jour régulièrement en participant à des colloques, à des choses comme ça. Mais tu as aussi d'autres gynécos qui veulent pas entendre parler de ça. Et puis, voilà, tu as des règles douloureuses. Bon, bah, ok, on va te foutre sous pilule et puis ça va calmer un peu le truc, mais ils cherchent pas plus loin. Ouais. Donc, forcément, tu as des femmes qui, du coup, ne savent pas que l'endométriose existe et qui vont se faire diagnostiquer 7 ans après. Tu as beaucoup de femmes aussi qui sont diagnostiquées le jour où elles décident de mettre en route une grossesse et qu'elles se rendent compte au bout de plusieurs mois que ça ne fonctionne pas. Parce que ça peut faire partie aussi d'une des problématiques liées à l'endométriose, c'est l'infertilité. Ouais. Il y a beaucoup de femmes atteintes. Alors, c'est pas une généralité. Moi, par exemple, j'ai eu ma fille, je n'ai eu aucun problème alors que j'avais déjà un ovaire dont on m'avait fait une ablation et puis j'avais des atteintes un peu partout. Je suis tombée enceinte de ma fille naturellement, il n'y a pas eu de problème, etc. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à procréer à cause de l'endométriose. Donc souvent, elles sont diagnostiquées à ce moment-là parce qu'on commence à chercher pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi elles n'arrivent pas à tomber enceinte. Et du coup, bah, on se rend compte que, ah, bah oui, il y a une endométriose. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est quoi les facteurs qui font qu'on développe une endo? C'est génétique? Alors ça, c'est très très flou en fait, hein. Avec le peu de recherches qui ont été menées jusqu'à présent, il y a des recherches en cours, mais pas assez à mon sens. Bah, après, pourquoi il n'y a pas assez de recherches? Parce que les recherches, bien souvent, sont faites par les laboratoires et que visiblement, on ne doit pas être assez intéressante pour le moment, hein, on ne doit pas être un investissement intéressant. Donc oui, il y a des recherches quand même qui ont été faites. Donc il y aurait un facteur génétique. Effectivement, il n'est pas rare que quand tu es atteinte d'endométriose, tu aies soit ta mère, soit ta tante, soit ta grand-mère, soit ta sœur qui soit atteinte également. Donc, il y a un facteur génétique et puis il y aurait un facteur environnemental, c'est-à-dire que apparemment les perturbateurs endocriniens, bah, par exemple, toutes les petites choses chimiques que tu peux trouver dans l'alimentation, les additifs alimentaires, les choses que tu trouves dans les cosmétiques, etc., pourraient aussi avoir un impact là-dessus. Et c'est quelque chose qui pourrait favoriser effectivement cette maladie. Toi, Après, ta c'est vrai que famille, ça elle reste. avait... Pardon, ta famille, elle était touchée? Ta mère ou ta tante? Alors, moi, j'avais une maman qui effectivement était dans le même état que moi à chaque fois qu'elle avait ses règles. Après, c'était une autre époque. Donc, je pense qu'on ne lui a jamais posé un mot sur ce qu'elle avait, mais je reste persuadée, vu l'état dans lequel elle était, en tout cas ce dont je m'en rappelle, je reste persuadée que oui, elle était atteinte aussi. Oh la pauvre, t'imagines, sans les outils et tout, pour... Et c'est ça, mais bon, après, il faut remettre ça dans le contexte, il y a 30 ans, tu vois. Donc, déjà qu'en ce moment, on est à 7 ans de diagnostic, donc il y a 30 ans, t'imagines, il y a 30 ans, l'endométriose, on n'entendait pas parler, quoi. Revenez nous voir dans 30 ans. Oui, non, mais bon, Ouais, tu voilà. m'étonnes. Et effectivement, elle a été tranquille à partir du moment où elle a été ménopausée. Voilà. Ouais. Enfin, super si tu attends une vie pour, voilà, pour être tranquille. C'est ça, mais c'est vrai que quand elle a été ménopausée, c'est le truc qu'elle nous a dit à ma sœur et à moi, elle a dit, je revis. Donc autant tu as des femmes, la ménopause, elles la vivent super mal et c'est très dur, il y a beaucoup de symptômes aussi hein, quand tu es en préménopause, etc. Mais elle, non, au contraire, hein, elle revivait. Ouais. Et ta sœur? Alors, ma sœur n'est pas atteinte aux dernières nouvelles, elle n'a pas de symptômes, donc moi je l'invite toujours chaque année à quand même voilà, hein, faire les choses qu'il faut. Donc, son gynécologue a été informé du fait que sa sœur avait été gravement atteinte, etc. Donc, elle a fait les examens qu'il faut. Visiblement, elle ne serait pas atteinte. Voilà. D'accord. Ouais, ok. Et je savais pas, mais l'endométriose, elle est souvent associée à des maladies auto-immunes. Pourquoi? Eh bien, on n'en sait rien, mais effectivement, il n'est pas rare que quand tu as une endométriose, tu peux avoir aussi d'autres pathologies à côté. Donc souvent, tu as fibromyalgie, tu as des hypothyroïdies, tu as oui, des maladies comme ça qui sont liées. Et ça, pareil, au jour d'aujourd'hui, c'est pas expliqué. On ne sait pas. C'est le côté inflammatoire?
Certainement, il y a certainement, oui, le facteur inflammatoire qui joue, mais alors pourquoi est-ce que ça développe, vraiment toujours le même type de pathologie à côté? On ne sait pas. On ne peut pas l'expliquer pour le moment. C'est tellement difficile quand tu souffres d'une maladie et tu souffres souvent horriblement et en fait, bah, il y a peu de connaissances sur le sujet, c'est très difficile quand même, hein. Beh, c'est ça, c'est qu'en fait, même les gynécologues, même le dernier professeur que j'ai consulté, hein, et qui était quand même, bah, un expert mondial, hein, de l'endométriose, donc j'ai eu énormément de chance. C'est lui qui m'a réglé le problème, définitivement, il y a 5 ans d'ailleurs. Même lui me disait: «On ne sait pas, on ne comprend pas les mécanismes de cette maladie. On ne peut pas les expliquer» et pourtant, voilà, il y a des recherches et cetera, mais pour l'instant, on ne les explique toujours pas. Mmh. Donc il y a voilà, comment dire? Des hypothèses, mais ça reste des hypothèses, on ne sait pas et donc c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à pouvoir te dire qu'ils vont te guérir parce que, non, on ne sait pas, Ouais. on sait pas. En parlant de gynéco, c'est quoi les traitements classiques qui sont proposés au départ? Alors en première intention, en principe, on te propose des pilules contraceptives, progestatives, qui bien souvent vont, bah, bloquer tes cycles, hein, ça va bloquer tes règles, donc c'est C'est des traitements radical. qu'on te donne en continu. Donc ça bloque tes règles et puis, bah, effectivement, logiquement, c'est censé, voilà, hein, te calmer. Alors ça marche, chez une partie des femmes, très, très bien. Ça marche, pas chez une autre partie, qui n'ont pas de règles, mais qui ont quand même les douleurs, Ouais. donc des douleurs fantômes que les médecins ne peuvent pas expliquer non plus. Et ce qu'il faut savoir avec les progestatifs, pareil, c'est que tu as des personnes qui supportent très, très bien ce traitement sans problème et tu as d'autres personnes pour qui, les effets secondaires sont, horribles. Donc tu as prise de poids, dépression, des choses vraiment, super inconfortables. Donc tout le monde ne supporte pas ces traitements-là. Voilà. Mmh. Et toi, personnellement, t'en penses quoi? Alors moi, j'y suis passée, hein, parce que bien sûr, c'est ce qu'on m'a donné en premier lieu. Alors moi, j'ai pas eu de prise de poids, j'avais beaucoup de bouffées de chaleur, ça m'agissait beaucoup sur le moral. J'étais pas très bien au niveau, voilà et ça ne calmait absolument pas mes douleurs. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, de moi-même, je me suis dit: «Bon, ça me rajoute des effets secondaires dont je n'ai absolument pas besoin. En plus, j'ai toujours aussi mal, donc vous êtes gentils, mais moi j'arrête ce truc-là, quoi». Mais après bon, je n'invite en aucun cas à arrêter les traitements, hein. Je veux dire, il faut essayer. Il y a des femmes chez qui ça fonctionne très bien et ça règle le problème, voilà. Est-ce que ça camoufle les problèmes pendant que, du coup, ça continue à métastaser, si je puis dire? Ou est-ce que ça règle vraiment les problèmes pour certaines femmes? Alors logiquement, si tu stoppes, vraiment le cycle, effectivement, logiquement, la maladie ne se propage Ouais, le plus. problème, c'est quand tu veux avoir un enfant, Ah bah, par contre après voilà, là, tu es bien obligé d'arrêter la pilule pour mettre en route un bébé donc voilà. Bon après logiquement, c'est pareil, une fois que tu es enceinte, tu as plus tes cycles. Donc logiquement, tu n'as plus de douleur. C'est le seul moment où tu as la paix en fait, dans ta vie de femme atteinte d'endométriose, c'est quand tu es enceinte j'ai eu 20 enfants! parce que tu as plus mal. Oh la vache, ouais. Quand doit-on en venir aux opérations et est-ce que ça marche de manière définitive? Alors les opérations en principe, les gynécos, ils viennent quand ils voient qu'effectivement, les traitements hormonaux ne sont pas assez efficaces ou que les atteintes, sont trop importantes. Donc après, tu as différents types de chirurgie en fonction de ce qu'il faut faire. Donc bien souvent, ce sont des curetages, des ablations de kystes, des choses comme ça. Il y a rien de définitif. Tu as des femmes qui vont se faire opérer une fois et puis elles vont être tranquilles, pendant des années et puis, bah, peut-être 5 ans après, il faudra recommencer. Tu en as qui vont se faire opérer, qui seront de nouveau tranquilles jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à leur ménopause et puis tu en as comme moi qui vont se faire opérer, puis réopérer l'année d'après, puis réopérer l'année d'après, puis réopérer l'année d'après. Voilà, donc on ne peut pas dire que la chirurgie, c'est forcément la solution définitive. Néanmoins, c'est important dans le sens où quand le médecin vient te proposer ça, c'est qu'il veut aussi éviter, que ça se propage trop dans ton corps et que tu aies trop d'atteintes au niveau, de tes organes vitaux. Parce qu'une fois que tu as trop d'atteintes, bah, ça peut aller loin. Moi, tu vois, pendant 2 ans, par exemple, j'en avais tellement marre d'être opérée, d'être machin. Pendant deux ans, j'ai fait blackout. J'ai dit: «Maintenant, vous me laissez tranquille, de toute façon, je souffre».
hein. Donc laissez-moi avec ma codéine et mes trucs et puis foutez-moi la paix. Et donc pendant 2 ans, j'ai pas consulté. Et c'était une très très grosse erreur de ma part. Parce que 2 ans après, bon, j'étais vraiment, je commençais à être très très mal. Je commençais notamment à avoir des problèmes respiratoires, des choses comme ça. Je comprenais pas. Donc bref, je suis retournée voir mon gynéco parce que je me suis dit bon, il faut quand même contrôler. Et effectivement, bah, tout ça, ça s'était beaucoup trop étendu. Et j'ai eu, bah, disons, droit, suite à ça, j'ai été opérée en urgence dans les 5 jours qui ont suivi. Ils ont dû gratter au niveau du diaphragme parce qu'effectivement, j'avais de l'endométriose à ce niveau-là et c'est ce qui me donnait des douleurs au niveau de la respiration. Donc voilà, ceci expliquait cela. C'était remonté très, très haut. J'ai eu des atteintes au niveau du côlon, donc on a dû bah, me faire une ablation d'une partie du côlon. J'avais des atteintes au niveau de la vessie, donc j'ai eu droit à une petite résection de la vessie au passage. Et puis j'avais un ovaire qui était en train de nécroser, donc du coup on me l'a enlevé aussi. Donc tout ça pour dire que quand Oh tu la as une vache. endométriose, que tu aies des symptômes ou pas, que tu aies mal ou pas, une fois que tu sais que tu l'as, mais comme pour toute femme, j'ai envie de dire, le contrôle gynéco annuel, il est hyper important. Ouais, ça me fait penser qu'il faut que j'y aille. Il faut contrôler, c'est hyper important, que ça soit pour l'endométriose, que ça soit pour voilà, le cancer du col de l'utérus et même au niveau du cancer du sein. Voilà, pour toute femme, il ne faut pas attendre dès que tu es en âge d'aller chez le gynécologue. Moi, je pense qu'il faut aller faire un contrôle annuel. Ouais. C'est voilà. Mm. Ouais, en tout cas, t'es courageuse, hein. Vu ce que t'as vécu, c'est impressionnant. Oui, bah après, ce qui te tue pas te rend plus fort, hein, donc C'est ça. voilà. Mais bon, voilà. Après, maintenant, je peux en parler sereinement aujourd'hui parce que ça fait 5 ans qu'effectivement, depuis ma dernière opération, qui a donc été une hystérectomie totale, hein, on a tenté le tout pour le tout. Depuis 5 ans, la maladie, du jour au lendemain, n'a plus fait du tout partie de ma vie. Donc maintenant, je peux me permettre d'en parler sereinement. Voilà. Ça a dû te faire tellement du bien, surtout que t'as eu un enfant avant, donc déjà, bon, Oui. voilà, ça c'est Ouais. fait, c'est rassurant. Oui, bah moi j'ai eu la chance effectivement d'avoir ma fille, de l'avoir effectivement sans problème, hein, puisque effectivement je tombais enceinte assez rapidement malgré le fait que j'avais une endométriose de stade 4 et que le corps médical me disait rêvez pas trop parce que vu comme c'est à l'intérieur, voilà, hein, pensez plutôt à adopter parce que même la PMA pour vous ça sera pas possible, hein, la FIV vous oubliez tout de suite, hein. Donc, tu vois, c'est vachement encourageant quand tu as 30 ans et que bon. Et puis finalement, bah, je suis tombée enceinte dans les 3 mois, après avoir décidé avec le papa de ma fille voilà, de faire un bébé. Dans les 3 mois, j'étais enceinte. Donc toute fière, je suis allée voir, mon médecin avec mon test de grossesse, une prise de sang, hein, que j'avais faite pour vraiment bien, bien confirmer que c'était ça. Et bah, tout ce qu'on a trouvé à me dire, donc c'est pour te dire l'empathie parfois de certaines personnes du corps médical. Tout ce qu'on a trouvé à me dire, mais madame, vous faites pas trop d'illusions, vu vos soucis de santé, ça c'est un œuf clair. Ça Oh ne là tiendra là là pas, là ça là ne tiendra là. pas, vous allez le perdre. Mais c'est qui ces gens? C'est pas possible. Ah, parfois, tu as des gens qui sont absolument pas diplomates et qui sont très condescendants. Et voilà, et je suis tombée sur une personne qui, bon, voilà. Donc, je suis ressortie du cabinet en pleurs parce que forcément, bah, les médecins, c'est les médecins. Donc, tu as tendance à forcément à croire tout ce qu'ils te disent, hein. C'est un peu, voilà. Donc, je me suis dit, mince, je me suis fait une fausse joie. En fait, bah, ça va être quelque chose qui va pas tenir, quoi, hein. Et puis voilà. Et puis mon petit œuf clair, bah, aujourd'hui, il a 10 ans, quoi. Hein? Et puis, il va très bien. J'ai eu une grossesse qui s'est passée tout à fait normalement. Mais t'as dû Donc, stresser depuis qu'il t'avait dit ça, non? bah, forcément. Et puis, quand je me suis rendu compte au bout de 3, 4 mois que j'étais toujours enceinte, je me suis dit, bon, bah, c'est bon. Non, et puis, Il est clair jusque quand? Bordel! voilà. Non, mais bon, après, j'ai flippé, effectivement. Bah, tu sais, quand tu tombes enceinte, les 3 premiers mois, on te dit toujours, bon, il faut rester, voilà, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, de toute façon, voilà, je restais, voilà. Et puis surtout, entre-temps, j'ai changé de médecin. Ouais, bah Et oui. donc, un mois après, je suis retournée consulter un autre qui m'a fait une échographie, qui m'a dit, mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'œuf clair? Oubliez ça tout de suite, et qui m'a rassurée. T'as envoyé une photo de ton enfant au médecin, là? Non, 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 ah non, 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 celui-là, je ne l'ai plus jamais revu parce que
D'ailleurs, il y a une dédicace hein, dans mon livre. Au début, je dédicace mon livre à mon petit œuf clair. Donc voilà. Et donc ma fille va très bien. Ma fille est tout à fait normale. Ma fille a 10 ans. Voilà, tout s'est bien passé. C'est bien, c'est un message d'espoir. Voilà, faut pas se laisser démonter parce que tout le corps médical me disait non, non, oubliez tout de suite, même la PMA, vous n'êtes pas éligible. Commencez un dossier d'adoption, vous aurez peut-être un retour d'ici 10 ans. Voilà. Super. Bon, bah moi, je me suis pas démontée, j'y suis allée quand même, et puis bah, le fait est que ça a marché. Donc voilà, j'espère que ça pourra donner de l'espoir à certaines femmes. Comme tu dis, avec cette maladie, tu peux pas vraiment savoir comment ça va se passer, donc voilà, il n'y a pas de règle absolue. C'est ça, on ne peut pas savoir. Il n'y a pas de vérité par rapport aux opérations, par rapport au traitement. Il y a des choses qui vont marcher chez l'une et pas chez l'autre. Et on ne peut pas savoir. Même le corps médical ne sait pas. Alors, on va parler des conseils pour réduire les douleurs. L'inflammation, c'est un facteur aggravant de l'endométriose, comme évidemment toute maladie, finalement. Tout à fait. Sur le point de vue nutritionnel, quels aliments sont à réduire ou à éliminer carrément, et quels aliments, au contraire, peuvent nous aider à réduire l'inflammation? Alors, ce qu'il va falloir éviter sans partir parce que je vois beaucoup de choses sur Internet où c'est hyper drastique, tu te dis, attends, déjà, tu as mal, tu souffres, tu es fatigué, et en plus, on te dit, en fait, tu vas te priver de tout ce que tu aimes. Donc, tu te dis, je fais quoi? Je me pends tout de suite ou on fait comment là? Donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'être si extrême au niveau de l'alimentation. Moi, je l'ai vu en tout cas sur moi quand j'ai commencé à pratiquer l'alimentation anti-inflammatoire. Il suffit juste en fait de faire attention à quelques petites choses. Limiter la viande rouge. Donc, quand je dis limiter, ça ne veut pas dire arrêter. Ça veut dire la viande rouge, un bon steak une fois par semaine, ça suffit. Voilà. Privilégier plutôt effectivement la viande blanche, les poissons, les choses comme ça. Éviter les sucres raffinés. Voilà. Éviter les graisses saturées, donc tout ce qui est friture, tout ce qui est gras trans, tout ce qui est voilà, mauvaise graisse, parce que tout ça, c'est vraiment des choses qui sont pro-inflammatoires. Et miser sur une alimentation qui soit vraiment variée au niveau végétal, au niveau des légumes, au niveau de tout ça. En fait, c'est tout simplement manger un petit peu sainement, tout simplement. Oui, c'est ça, manger la nature, quoi. Quelque part, c'est manger des bons légumes frais, c'est pas des aliments transformés, c'est ce que tu fais toi-même. Voilà. Éviter tout ce qui est plat préparé, aliments transformés, revenir à des choses très simples et s'alimenter avec des produits que j'ai envie d'appeler bruts. Voilà, tout simplement. Ouais, Voilà. ouais. Et j'ai envie de dire que ça peut faire de mal à personne. Voilà. On devrait tous manger un petit peu comme ça et faire un peu attention à pas trop manger de trucs industriels, à manger plus de légumes, parce que c'est vrai que le Français mange pas forcément beaucoup de légumes, à réduire notre consommation de viande, parce que le Français consomme beaucoup trop de viande par rapport aux apports qu'on a vraiment besoin. Après, on n'a pas demandé de devenir végane ou végétarienne ou macrobiotique ou crudivoriste. Ou voilà, on n'est pas obligé d'aller dans les extrêmes. Voilà, c'est juste du bon sens. En fait. Ouais, et puis si t'as envie de manger un cookie que tu peux faire toi-même par exemple de temps en temps, ça va te faire du bien au moral, donc du coup il y aura pas de stress, plutôt que de manger que des choses que tu n'aimes pas toute la journée et là tu vas être stressé, c'est un équilibre. Bien sûr. Et puis si une fois dans la semaine, tu as envie de te claquer une pizza chez l'italien du coin parce qu'elles sont super bonnes et que tu as envie de te faire plaisir avec tes potes, et tu le fais. Après, le tout, c'est d'être dans le juste milieu. C'est-à-dire, non, tu peux pas manger comme ça tous les jours. Sinon, forcément, tu vas morfler. Mais si tu le fais une fois dans la semaine, tu as le droit de te faire plaisir aussi. Ouais, il faut apprendre à s'écouter aussi. Voilà, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Voilà. Totalement. Ouais. Donc, il faut être vraiment dans la modération, le juste milieu, et pas dans les extrêmes où on te dit, faut que tu manges végétarien, faut que tu manges sans gluten, faut que tu... Non. Moi, je l'ai vu par rapport, j'ai quand même accompagné plus de 400 femmes atteintes d'endométriose depuis que je suis naturo, puisque c'est devenu forcément ma spécialité, que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Moi, j'ai pu constater qu'au niveau alimentation, tu n'as pas besoin d'être dans les extrêmes pour avoir des résultats. Oui, tu peux boire un petit verre le samedi soir avec ton chéri. Bien sûr, parce qu'il faut vivre aussi. Le moral, c'est important. Le moral, il va t'aider à tenir. Parce que si tu favorises ton stress en te privant de tout un tas de choses et que ça devient trop drastique et trop réducteur, ça va t'engendrer un stress. Et le stress aussi, il est inflammatoire. Voilà, et donc du coup, tu as encore plus de cellules d'endométriose.
Donc, faut le juste milieu, Ouais. que ça soit dans l'alimentation ou dans le reste. Amen to that. Voilà. Est-ce qu'il y a des tisanes ou du thé qui peuvent nous aider à réduire nos symptômes ou même à lutter concrètement contre cette maladie? Oui, il y a des petites choses qui peuvent aider au niveau des plantes. Heu, Au niveau des douleurs, tu as les tisanes de feuilles de framboisier qui fonctionnent bien. Donc ça, tu trouves, soit en vrac, en magasin bio, soit tu as des tisanes en magasin bio qui sont déjà toutes faites, avec, des feuilles de framboisier, des choses un peu pour, apaiser les douleurs. Donc ça, moi, c'est ce que je buvais à longueur de journée, en période critique, on va dire. Et c'est vrai que, ça calmait un petit peu, c'est un petit plus. Ouais. Ça fera pas tout seul, mais c'est un petit plus qui aide à. C'est connu pour les règles de toute façon de manière générale, non? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres tisanes ou du thé ou... En tisane, c'est disons ce qui marche le mieux. Après, c'est vrai qu'on va pouvoir se servir des plantes au niveau, sous forme de compléments alimentaires. Mais là, ça va être, vraiment sous forme de cure, et vraiment en fonction de la femme, si elle est sous traitement hormonal ou pas. Si voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Donc c'est vrai que, par exemple, on utilise beaucoup le gâtillier sous forme de complément alimentaire puisqu'effectivement, on parlait tout à l'heure de la pilule progestative. Le gâtillier, c'est une plante qui est, progestérone-like, donc qui reproduit. Donc les femmes souvent qui ne veulent pas des traitements hormonaux, progestatifs, elles prennent du gâtillier et c'est vrai que chez certaines, ça fonctionne très bien. Ça fait quoi en fait? Ça va agir de à peu près de la même façon que les pilules progestatives, c'est-à-dire que bon là, ça va pas aller jusqu'à bloquer tes règles, mais disons que ça va éviter que tu sois trop, en hyperœstrogénie puisque à l'endométriose, tu as toujours un taux d'œstrogène qui est super élevé. Donc ça va arriver à moduler ça et à faire en sorte que, ça va réduire ta douleur et ça peut, dans certains cas, limiter un petit peu la propagation. Voilà. Est-ce que des compléments de curcuma par exemple, ça peut aider? Oui, ça peut aider. Le curcuma, c'est un anti-inflammatoire de manière générale. Donc, c'est vrai que des gélules de curcuma, parce que c'est pas en mettant du curcuma dans tes plats que ça va être suffisant. Il faut beaucoup plus que ça. Et ce qui est intéressant dans le curcuma, en fait, c'est la molécule de curcumine. Donc ça, tu peux la trouver vraiment que sous forme de complément alimentaire pour qu'elle soit dosée de manière à ce qu'elle soit efficace. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant, aussi de faire des cures, régulières parce que ça va, modérer l'inflammation. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres compléments connus pour ce genre de choses? Oui, les oméga 3, donc ça, bon, soit tu le prends sous forme de complément alimentaire, mais le mieux, c'est encore d'en avoir dans ton assiette. Donc avec des bonnes huiles végétales riches en oméga 3, des petits poissons gras, des choses comme ça, du foie de morue, par exemple. Ça, c'est très, très riche en oméga 3 et ça va agir aussi au niveau de l'inflammation. Après, tu as aussi on parlait des tisanes tout à l'heure, je t'ai parlé des feuilles de framboisier. Tu as aussi une plante qui s'appelle l'alchémile, et qui va, moduler les taux, œstrogène et progestérone pour essayer que tu sois pas trop haut en œstrogène, et que ça régule un petit peu. Donc ça peut aider aussi. Ouais, Ah oui, ça équilibre. voilà. D'accord, ok. Et donc ça, c'est un peu les plus connus. Après, évidemment, Voilà. tout dépend des cas. D'accord. Après, c'est vraiment au cas par cas parce que tu as des plantes que tu ne peux pas, associer à certains traitements médicamenteux. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux, consulter effectivement un naturopathe si tu veux te lancer dans les cures de plantes et ce genre de choses. Il faut vraiment une prise en charge personnalisée. C'est Bah très bien sûr, ça dépend tellement des personnes, surtout avec cette maladie, tu m'étonnes. C'est ça. Et puis après, tu sais, tous les compléments alimentaires ne sont pas dosés de la même façon. Donc, si tu veux des choses vraiment efficaces, il faut des doses bien particulières. Donc, ça, il n'y a qu'un naturopathe qui pourra vraiment, renseigner la personne, à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est important, voilà, de consulter. Hmm. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit éviter dans notre vie de tous les jours? Je sais pas, des habitudes de consommation ou d'utilisation de certaines choses à supprimer pour réduire les douleurs? Je pense par exemple aux phytoestrogènes, tu vois, ce genre de choses. Oui, bon, les phytoestrogènes, on n'a pas vraiment de preuves scientifiques, que les phytoestrogènes seraient assez costauds pour avoir, une conséquence, sur la maladie. Donc c'est vrai qu'on va partir du principe de précaution et qu'on va pas les utiliser, enfin, voilà. Mais bon, après c'est, disons dans le doute, hein, c'est plus un principe de précaution. On n'est pas sûr que ça interagisse là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, on va éviter le soja, on va éviter, le trèfle rouge, on va éviter tout ce qui contient un petit peu trop de phytoestrogènes, de façon naturelle.
Ouais, ouais, et notamment, tous les perturbateurs endocriniens, il faut essayer de travailler là-dessus. De toute façon, même pour toi, de manière générale, c'est mieux, donc Oui, de toute façon, bon après les perturbateurs endocriniens, on en parlait, hein, éviter tout ce qui est produits industriels parce que fatalement, tu as des additifs dedans. Voilà, donc ça fait partie des perturbateurs endocriniens. Éviter les plastiques, éviter, les gros parfums, tu sais, pour, genre quand, tu viens de faire caca et hop, tu ton pchit là qui pue d'ailleurs. oui, C'est voilà, une tout horreur, je ce qui est trouve. vraiment très, synthétique, et puis aussi au niveau des cosmétiques, hein, des cosmétiques et des produits d'hygiène, d'une manière générale. Heu, Mieux vaut prendre des choses, certifiées biologiques parce que tu sais qu'au moins tu auras pas de colorants, tu auras pas de conservateurs, tu auras pas de parfum de synthèse. Donc déjà, tu supprimes tout ça, c'est pas mal. Ouais. Mais ça, c'est que bon, tout le monde devrait le faire, ça serait l'idéal, mais bon, après c'est Ouais. Le sport, ça s'avère très utile, mais il faut faire attention à bien s'écouter parce que quand tu te sens vraiment pas bien, que tu super mal, tu vas pas aller faire ton hit le matin à 5 heures du mat, on est d'accord? ah bah, ça, c'est clair parce que le sport, faut que tu sois en état, hein, et donc il faut effectivement, c'est hyper important de maintenir une activité physique régulière quand c'est possible. Parce que c'est sûr quand tu es tordu de douleur dans ton canapé avec ta bouillotte, c'est pas possible du tout. Tu as envie de tout sauf, de sortir, marcher ou courir. Mais quand c'est possible, les jours où ça va mieux, il faut pas hésiter. Après, il faut que ça soit un sport qui soit adapté. C'est-à-dire que, la marche, par exemple, une petite demi-heure de marche, tous les jours quand c'est possible, mais c'est déjà super. Parce que ça active, tous tes mécanismes du corps et cetera, donc c'est une très, très bonne chose et puis tu vas aussi, ça va te permettre de dégager des endorphines, donc les petites, hormones du bonheur et ça va te faire du bien aussi. Le yoga aussi peut être sympa parce que le yoga propose aussi des postures, antalgiques qui vont pouvoir, te soulager au niveau des douleurs du bassin et cetera, donc Ouais. voilà. Ou des choses Mmh. un peu douces comme la piscine ou le pilates, par Oui, exemple? voilà, la piscine ou le pilate. Après, c'est vraiment en fonction des attraits de chacune. Après, moi, je sais que parmi mes consultantes, j'ai aussi des grandes sportives, Ouais. voilà, qui font des trucs, voilà, des trucs vraiment intenses et ça leur pose pas de problème, hein. Il y en a chez qui, voilà, ça pose pas de souci. Ouais. Mmh, ça dépend vraiment des femmes, donc c'est adapté en fonction de chacun. Est-ce que tu avais remarqué que quand tu étais stressée, quand tu avais de l'endométriose, ça aggravait tes symptômes? Ah oui, oui, bien sûr. Et Ah tu bah faisais oui, quoi pour les réduire? Est-ce que tu as des techniques? c'était la crise assurée, c'était la crise assurée, hein, ça c'est sûr. Le stress, c'est un facteur, d'inflammation, hein, c'est net. Donc après pour le réduire, tu as beaucoup d'outils que tu peux mettre à ta disposition. Ça, c'est pareil, c'est en fonction des préférences de chacune. Tu peux faire des séances de sophrologie, tu as plein de séances, de sophro, sur YouTube, par exemple, que tu peux faire, voilà, des séances audio guidées. Le mieux, c'est encore d'aller consulter, bien sûr, une sophrologue, comme ça, tu as vraiment un accompagnement personnalisé. Tu as la méditation de pleine conscience, tu as plein de choses qui peuvent, aider à te détendre. Ouais. Diffuser des huiles essentielles adéquates, voilà, des choses comme ça, mais prendre du temps pour soi, c'est important. Ouais. Pas vivre, qu'au travers de la maladie, quoi. C'est important. La maladie, elle prend assez de place comme ça. Faut pas lui en donner trop non plus. Voilà. Ça, c'est après là, on est plutôt dans la psychologie positive et dans l'acceptation et dans le voilà, parce que sinon tu tiens pas, en fait. Ouais, va te prendre un petit bain tout doux là. Voilà, voilà. Et alors toi, tu es aromathérapeute, donc en termes d'huile essentielle, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour calmer les douleurs? Ou les prévenir carrément? Oui, alors pour apaiser les douleurs, tu as plusieurs huiles essentielles qui sont, assez efficaces et que tu peux utiliser en les diluant, bien sûr, dans une huile végétale, hein. On n'applique pas l'huile essentielle pure sur le ventre, mais voilà. Tu as l'huile essentielle de Gaultérie, Ouais. qui est très bien parce qu'en fait, c'est un très bon antalgique. L'huile essentielle de lavande fine, tout simplement, qui est très, très connue, qui va agir, pareil au niveau antalgique, mais aussi au niveau, apaisant et anti-stress. Après justement pour, le stress, pour, voilà la relaxation, la détente, tu as l'orange douce, le petit grain bigaradier que tu peux utiliser en diffusion atmosphérique régulièrement. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. La lavande, ça fonctionne aussi pour le stress? Oui, bien sûr. Ouais, D'accord. Moi, j'aime bien mettre ça avant de dormir, une petite goutte. ouais, super. Et quand tu as une endométriose, tu saignes souvent beaucoup. Donc, quels outils tu peux utiliser pour diminuer les règles hémorragiques? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux avaler ou faire pour... Alors, il y a une plante qui est super pour ça et que tu peux trouver, en pharmacie ou en magasin bio sous forme de teinture mère. Ouais. C'est la bourse à pasteur.
Donc ça, c'est vraiment un anti-hémorragique et c'est vrai que ça aide vraiment à réduire, l'abondance du flux. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est une plante qui est vraiment efficace à ce niveau-là et qui ne pose pas de problème d'interaction, médicamenteuse ou quoi que ce soit. Il y a pas de contre-indication particulière, en Donc fait. tu peux la prendre de manière régulière? Bah, pendant la période de règles, oui. Nous, on le conseille même de commencer à la prendre, 1 ou 2 jours avant le début des règles et puis de continuer pendant, toute la durée des règles jusqu'au dernier jour. D'accord. Voilà, pour être sûr. Ouais. Et donc quand on a nos ragnagnas, justement, tu dis qu'il faut éviter les cups et les tampons et même les stérilets, c'est ça? Alors oui, et ça, c'est, quelque chose que j'ai appris du professeur avec lequel, j'ai eu l'occasion, de collaborer, hein, notamment, quand, j'ai sorti mon livre et quand j'ai, établi mon programme endo-coaching. Lui, il partait du principe que, on ne doit pas laisser le flux stagner. Donc, c'est sûr qu'avec une cup ou un tampon, forcément, il y a une stagnation au niveau du flux, tu n'évacues pas. Donc, on est bien d'accord que les serviettes hygiéniques, c'est pas ce qu'il y a de plus glam, hein, Ouais. c'est sûr. Mais voilà, lui, il part du principe que c'est très important et que les cups et les tampons peuvent même intensifier un petit peu ta douleur. Voilà. Moi, j'aime pas du tout en Et avoir. J'ai jamais aimé mettre des tampons. J'aime pas la sensation, en bon, fait. après, je comprends le côté pratique de la chose. Oui. Hein, voilà, je le comprends tout à fait. Après, bon, disons que si c'est ponctuel parce que, voilà, je sais pas, tu dois aller à la piscine ou tu as un truc, ou bon, c'est pas bien grave, mais lui, ce qu'il nous disait, c'est de pas utiliser ça de manière Chronique. régulière, quoi. Ouais. Bah maintenant, de toute façon, ils font des outils remarquables. Regarde, pense tu sais, aux culottes de règles. Moi, je trouve ça super bien. Oui. En fait, t'es Oui, bah confortable. oui. Maintenant, il y a vraiment quand même des choses qui sortent, voilà, qui sont quand même Ouais. adaptées de plus en plus. Et par rapport au stérilet, donc effectivement, ça, il n'y a pas beaucoup de gynécos qui le disent, mais lui, il est complètement contre parce que, et moi j'ai fait l'expérience d'ailleurs, moi après ma fille, on m'a posé un stérilet, ce qui était une très très mauvaise idée parce que l'endométriose s'est empêtrée dedans. Ah bah voilà. Donc, Ouais. le jour où j'ai voulu, voilà, faire retirer le stérilet, parce qu'au bout d'un moment, tu as aussi une date limite, hein, il faut le changer ton stérilet, et j'ai dû carrément faire opérer une petite fois de plus parce que c'était empêtré, il y avait une toile d'araignée dedans, d'endométriose, tu vois. Ah, c'est dingue. Donc, c'est quelque chose qui arrive rarement, mais qui arrive. Donc, lui, il déconseille fortement. D'accord. Ah ouais, ouais. Mmh. C'est vrai que c'est pas connu, ça, hein. Ouais. Est-ce que t'avais essayé des disciplines comme, je sais pas, l'acupuncture ou d'autres choses et des choses qui t'ont aidé? Ah moi, j'ai essayé tout un tas de trucs, je crois, Ouais, on est motivé même hein, des quand on trucs souffre. parfois, un petit peu barrés parce que tu sais, tu es tellement dans le désespoir parfois que tu es prêt à tout, Ah bah tu ouais, ouais. vois? Je Moi confirme. qui ai un esprit, voilà, très cartésien et très je me suis lancée dans des trucs des fois, avec le recul, je me dis, mais bon après c'est voilà, oui, l'acupuncture, ça peut être très efficace. La sophro, moi je sais que ça m'avait bien aidé la sophrologie. Voilà, oui, il y a des techniques comme ça, le massage aussi, mais après, j'ai envie de te dire, il n'y aura pas une technique complémentaire comme ça de bien-être plus efficace qu'une autre. Ça va dépendre comment la personne le reçoit. Faut Ça tester. dépend vraiment des personnes. Il faut tester en fait. Ouais, Ouais. je pense qu'il faut trouver un équilibre. Dans tous les cas, ça te fera pas de mal. Je pense que ça peut t'aider. C'est ça. Mais il faut pas ça. s'attendre à des miracles non plus. Je pense que c'est des complémentarités. C'est toujours C'est pareil, hein. vraiment, faut prendre en tant que complément. Il ne faut pas en attendre des méthodes miracles. Et c'est vraiment une prise en charge globale, donc en se servant de l'alimentation, des plantes, de l'hygiène de vie, et puis des choses que tu vas mettre en place à côté, comme la relaxation, euh, l'acupuncture, ça peut être l'ostéopathie aussi. L'ostéopathie, elle peut être très, très Ah ouais, carrément. efficace aussi. Ah oui, 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 oui. Tu as des ostéos qui sont spécialisés voilà, dans tout ce qui est au niveau du petit bassin et ça peut aussi vachement t'aider. Donc, c'est voilà, la globalité qui va faire que ouais, ça va t'aider à aller mieux et ça va t'aider à passer des journées quasi normales, quoi, à Ouais. te redonner un semblant de vie.
Ouais. Mmh. Alors toi, t'as pas eu de soucis pour avoir ton enfant, mais est-ce que tu aurais des conseils pour booster la fertilité? Alors, pour booster la fertilité, déjà, alors, ce qui est le plus compliqué, c'est au niveau psychologique. C'est que bien souvent, quand ça ne vient pas, on fait une fixette là-dessus. Surtout quand on a dans l'endométriose. Ouais, et donc le cerveau se met en fixation et donc bah, oui, forcément, du coup, ça génère du stress et plus tu as du stress et moins ça viendra. Ça c'est prouvé. Donc déjà, il faut essayer de gérer, le plus possible son stress par rapport à ça. Voilà. Ça, c'est hyper important, c'est la première chose. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont essayé pendant des années, des années, des années, ça marchait pas, ça marchait pas, ça marchait pas, ça marchait pas. Elles ont fait des fils, ça marchait pas. Elles ont voilà, bon, il y avait plus aucun espoir. À partir du moment où elles se sont dit: «Maintenant, j'accepte le fait que je n'aurai pas d'enfant. Heu, je vais vivre avec ça, j'accepte. J'arrête de me» voilà. Et ben dans l'année après, qui a suivi, elles sont tombées enceintes. J'en ai 4 ou 5 hein, comme ça autour de moi, hein. Mais je me dis que ça doit être dur. Souvent, on te conseille ça, en gros, c'est des stress, mais du coup, je sais pas, quand tu as des rapports avec ton chéri, bah tu dois forcément y penser. Tu vois ce que Ah je veux oui, dire? bah ça après je dis pas que c'est simple, hein, je Ouais. dis pas que c'est simple du tout. Je pense même que parfois, dans certains cas, un accompagnement psychologique, bah, ça peut être, super bénéfique pour aider dans ce chemin-là. Voilà. De toute façon, on en revient toujours au stress. C'est pas compliqué, c'est quand même. Ah bah, le stress, de toute façon, bon, endométriose ou pas, hein, le stress d'une manière générale, heu, oui, il déclenche énormément de choses et au niveau des maladies, au niveau des oui, ton tempérament, ton état d'esprit, le fait que tu sois optimiste et que tu cultives ça ou pas, tout ça va avoir, toujours une répercussion sur, l'évolution de ta maladie, sur, bien sûr Ouais, et quelle que soit la maladie. ouais, c'est clair. Voilà. Après, on n'a pas dit que c'était simple, hein, de rester positif en toutes circonstances et en toutes situations, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais plus tu feras des choses pour toi, mieux tu géreras ton stress, plus tu comprendras que prendre du temps pour toi, c'est important et moins tu laisseras de place à la maladie et moins tu te victimiseras en disons, en gardant un mental de warrior parce que bon, les femmes atteintes d'endométriose, c'est quand même des sacrées guerrières, quoi, hein, Ouais, parce tu que m'étonnes. c'est voilà, en plus, c'est une maladie, silencieuse, c'est quelque chose d'handicapant, mais qui ne se voit pas. Donc les personnes autour de toi, ne se rendent pas forcément compte puisque tu as pas de signes, physiques, ça ne se voit pas sur ta tronche, en fait, hein. Donc oui, c'est très difficile à vivre. Donc faut arriver, même si tous les jours c'est pas simple, à garder un mental de guerrière et à se dire que, non, l'endo, bon, elle a décidé qu'elle allait vivre, avec toi, mais voilà, c'est voilà, c'est toi qui vas la driver, c'est pas elle qui va te driver. Voilà. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai essayé, malgré mes nombreuses opérations, mes nombreux traitements et tout ce que j'ai toutes les par lesquelles je suis passée, je me suis toujours dit: «Tu auras pas le dessus, ma vieille. C'est ma vie, c'est moi qui commande» et je pense que, c'est aussi pour ça, que je m'en suis sortie parce que j'ai jamais rien lâché. Ouais, Voilà, ouais, exactement, la volonté. voilà. Ouais, c'est très beau. On va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de Oui, répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il? le grand livre de la naturopathie de Christian Brun parce que c'est grâce à ce livre que j'ai découvert, bah, la discipline qui est aujourd'hui mon métier. Une habitude à prendre. Sortir, bouger, s'aérer, s'oxygéner, hiver comme été, c'est quelque chose de vital. Pour être en bonne forme et on n'en a pas toujours conscience. Une habitude à supprimer. Arrêter de râler, essayer de voir le positif dans toute situation, même la plus négative, il y a toujours quelque chose de positif à en faire ressortir. Il faut voir la vie comme ça. Ouais. Ton petit-déj idéal. Une poignée d'oléagineux, parce que ça donne vraiment toute la bonne énergie le matin. Et C'est justement, des oméga 3 entre autres. c'est ton petit-déj à toi ou ça varie? Oui. Non, c'est mon petit déj à moi. Je déjeune très peu le matin parce que, ça a du mal à passer, en fait. Donc j'ai un mélange, en fait, de fruits secs et d'oléagineux et donc je bois ça avec un petit verre de jus, frais et du coup, ça me donne tout plein d'énergie le matin. C'est amplement suffisant pour moi. La médecine alternative à tester absolument.
Alors, le terme médecine alternative, j'aime pas trop parce qu'on pourrait penser que ça peut remplacer la médecine traditionnelle et que voilà. Donc, on va dire plutôt la technique de bien-être attestée absolument, bah, la naturopathie forcément. Le complément alimentaire à ne pas oublier. Le magnésium, et ça c'est valable pour tout le monde parce qu'avec les vies assez stressantes qu'on a, on a tendance à griller très rapidement nos réserves de magnésium, on s'en rend pas compte. Et le magnésium, il est très très important dans le corps pour réguler le stress, pour réguler le moral, pour tout plein de choses. Donc le magnésium, T'en prends toute l'année? moi j'en prends toute l'année. Ouais. As-tu un mantra, une phrase que tu te répètes régulièrement? On lâche rien, jamais. Ah oui, ça te va bien du coup. Qu'est-ce que tu dirais à ton plus jeune toi, 20 ans auparavant? Ah, je lui dirais, tu t'inquiètes beaucoup trop, profite de ta vie et arrête de te prendre la tête. Voilà. Où est-ce qu'on peut trouver Chris Martin? Pas ça là quoi. Et bien sûr, le blog nana-turopathe.com. Super. Tu prends des consultations bien évidemment. Voilà, donc je consulte en cabinet à Salzbourg, moi je suis en Moselle, mais je consulte beaucoup plus par Skype. Voilà, donc là mes consultations sont au complet, mais je vais redonner des consultations en 2021. Ouais. Voilà, je viens d'ouvrir également mon propre organisme de formation en spécialisation de naturopathie. Bravo. On a fait le lancement cette semaine. Donc voilà, j'ai ouvert ma propre école de naturopathie en ligne. Super. Voilà, et puis on peut retrouver également mes ouvrages en librairie et notamment Endo Coaching qui porte plus précisément sur la prise en charge naturopathique de l'endométriose. Tu vois, c'est parfait, hein, comme quoi t'as beaucoup souffert de ça, mais il y a beaucoup de choses positives qui sont ressorties de toutes ces douleurs. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, je suis très contente aujourd'hui de pouvoir accompagner toutes ces femmes bah, victimes de cette maladie à aller mieux, parce que moi, à l'époque, bah, il n'y avait pas tellement de choses hein, pour m'aider. Je me suis vraiment aidée toute seule, on va dire. Donc, moi, j'ai très à cœur d'accompagner ces femmes-là pour leur montrer qu'elles peuvent aussi y arriver. Et puis, justement, via mon centre de formation en ligne, et ça fait déjà quelques années que je propose cette formation, je forme désormais les autres praticiens en naturopathie à l'accompagnement spécifique des femmes atteintes d'endométriose parce que je trouve qu'en France, on n'est pas assez nombreux à bien maîtriser cet accompagnement. Et donc, pour moi, c'était hyper important de créer une formation certifiante euh, dans ce domaine-là. Voilà. Tu devrais former les gynécos aussi. Oui, bon, après, les gynécos, on n'a pas. Disons qu'on travaille en complémentarité. Hein. C'est vrai qu'on n'a aucune prétention de remplacer le gynécologue. Le gynécologue et les contrôles réguliers sont hyper importants, hein, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Après, j'ai des gynécos avec lesquels je collabore et qui sont très ouverts aux techniques comme ça complémentaires et qui ont bien compris que tout ce qui peut aider ces femmes dans la douleur est bon à prendre. Hein, donc, mais ce n'est pas le cas de tous. Ouais. Voilà. Et tu sais que sur la formation certifiante endo-coaching, donc qui est réservée aux professionnels de l'accompagnement et du bien-être, j'ai eu effectivement des infirmières, des sages-femmes, des médecins généralistes. Donc voilà, hein, parmi mes apprenants, ça c'est quand même chouette parce que tu te dis, bon, bah voilà, ils ont à cœur d'ajouter un outil à leur arc pour pouvoir voilà, Ça, c'est une belle récompense, je pense, quand tu vois ça. c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. Bon bah merci Chris. Mais merci à toi de m'avoir accueilli sur ton podcast. C'était un grand plaisir, Léna.